Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 5 de la première saison de Face Off. Comme d'habitude, je suis accompagné de Thomas. Salut Thomas. Salut Raphaël, comment ça va? Mais ça va impeccable. Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu les playoffs cette saison? Oui, écoute, j'ai suivi d'un œil, mais j'ai surtout, vu qu'on a un podcast sur la HCBN, suivi nos enfin nos juniors élites là, qui sont en finale contre Zurich, et un magnifique 9-6, enfin 6-9, un beau match de tennis. Donc, au moins on a vu des buts, mais je me concentre plutôt sur cette finale de nos juniors élites plutôt que le reste. Et toi? Écoute, moi j'ai un petit peu fait une pause par rapport au hockey, mais on est reparti pour pouvoir finir notre débrief du HCBN saison 2025-2026. Thomas, je te laisse nous donner le programme de cet épisode. Donc on revient sur le coaching staff en parlant de Martin Philander d'abord et puis après de Christian Dubé sur la fin de saison. Ensuite, on est monté d'un échelon en parlant de la direction sportive, en parlant de Martin Steinegger au niveau voilà, au niveau de ses choix, au niveau de la construction de l'équipe. Et puis on a aussi touché un mot au niveau finalement de l'ensemble de la direction sportive en comprenant aussi le conseil d'administration, puis un petit peu voilà comment on voyait les choses au niveau de la gestion de cette équipe et de cette gestion finalement de cette saison 25-26. Et on a terminé par quelques questions sur le futur de cette saison 26-27. Qu'est-ce qui nous attend au niveau du contingent et puis aussi qu'est-ce qu'on peut en attendre et puis nos questions pour la saison prochaine. Bon Thomas, après l'épisode très dense de la semaine dernière où on a pu discuter de l'ensemble des joueurs du HCBN saison 2025-2026, je te propose qu'on continue donc ce tour d'horizon et on va discuter un petit peu des entraîneurs. Donc avec tout d'abord Philander qui a fait la première partie de saison, qui s'est fait remercier le 19 janvier pour ensuite laisser la place à Dubé. On commence, on va prendre dans l'ordre chronologique. Parlons un petit peu de Philander. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première partie de saison du HCBN? Bah, globalement, ça a été une partie, enfin, cette saison avec Philander, ou en tout cas cette première partie de saison avec Philander, ça a été globalement compliqué, voire très compliqué, avec un manque de constance évident. Au niveau des matchs à l'extérieur, ça allait pas du tout. Il y avait deux équipes, une équipe à domicile et puis une équipe à l'extérieur, sans qu'ils trouvent vraiment la solution. Pourquoi? Il faut dire qu'avant l'été, enfin avant de commencer la saison, il avait été prolongé d'une saison, alors que la saison dernière, du coup, il n'était pas non plus exempt de tout reproche, ou en tout cas, il a fait avec ce qu'il avait, notamment au niveau des blessures, Bien qui a été largement touché par les blessures. Et puis il faut dire que cette saison, Bien n'a absolument pas été touché par les blessures. Ils ont joué avec un contingent quasi au complet. Et puis à ce niveau-là, il avait tout simplement plus d'excuses. Et puis on a vu tout simplement qu'il n'arrivait pas à faire progresser cette équipe. Alors oui, tu avais des matchs aboutis, style le 8-0 contre Genève Servette, mais après tu avais des matchs qui étaient vraiment, vraiment très, très, très pénibles à voir. On voyait aussi sur le plan tactique que c'était quand même compliqué avec un box-play. Honnêtement, je crois que depuis que je suis bien, j'ai jamais vu un box-play aussi moche que ça. Chaque fois qu'ils étaient en box-play, chaque fois j'avais l'impression qu'ils prenaient un but, ou en tout cas que c'était hyper dangereux. Je comprenais absolument pas son système à 4 avec au début il y en avait un qui mettait la pression, ensuite il est revenu en losange, ensuite il a changé tellement de fois de trucs et tellement de fois des trucs où on se dit mais t'es en train de faire quoi là? Et du coup ouais, vraiment vraiment compliqué. Et puis aussi au niveau des relations humaines avec le cas Robin Grossman qui l'a tout simplement mis sur le banc sans vraiment avoir de raison particulière. Et puis c'est aussi ça, je pense, qui lui a gentiment coûté la place. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est une erreur de casting de la part de Steinegger. On n'a pas vu d'évolution. Et puis pour moi, le coup près aurait dû tomber bien, 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 bien avant,
avec, selon moi, ce fameux match à Ajoie où ils perdent 3-0, mais ils peuvent en perdre 6 à la mi-match. Et puis t'es sauvé par Jonas Jönschwander là qui fait son match. T'en avais parlé dans le dernier épisode, mais franchement pour moi là c'est déjà le point de bascule et on est mi-novembre, hein. Et on l'a quand même tiré jusque mi-janvier, donc ouais, franchement hyper déçu de Philander qui a jamais réellement su trouver la clé avec cette équipe. Je sais pas ce que toi tu en penses. Écoute, l'analyse est assez complète. Moi, j'ai pas énormément de choses à rajouter à ça, si ce n'est que au niveau de la fébrilité du HC Bienne, c'est vrai qu'on a rarement vu un club perdre autant de points dans les 5 dernières minutes sur des égalisations en fin de match, sur des cages vides qui sont pas marquées pour derrière se faire égaliser. D'ailleurs, ça a commencé très fort parce qu'on a eu, dès le premier match, un avant-goût à Zurich avec un but qui tombe dans la dernière seconde, il me semble, là, c'est juste. Ouais, Donc, c'est juste. donc c'est vrai que quand tu es comme ça, fébrile, et à pas réussir à engranger des points, même quand tu joues pas forcément ton meilleur hockey, bah, c'est pas bon, quoi. Et donc on a parlé que bah, Philander a été prolongé en début de saison, ça c'est vrai. Pour moi c'était une erreur et puis aux yeux de beaucoup de spécialistes, d'ailleurs ça l'était tout autant. Faut aussi se rendre compte que l'année dernière, bah, n'a pas été épargné par les blessures. Certes, maintenant le résultat final est très moyen. Le résultat final, c'est une onzième place avec un gardien en état de grâce. Donc on n'ose même pas imaginer si on avait eu un mauvais Sateri la saison dernière, à quel endroit serait bien, à quelle place aurait fini bien. À tout moment, c'était dans les alentours d'Ajo comme ça. Donc est-ce que Sateri a offert une année de contrat à Philander? Pour moi, il n'y a qu'à pas à dire ça. Mais cette année, c'est vrai que bah, tu as une défense. En fait, tu as tout le monde, mais tout le monde ne performe pas forcément. Bah, du coup, on est obligé de te mettre face à tes responsabilités. Il a tenté de faire des choses, mais qui ont été plus perçues négativement. Bah, tu as parlé tout à l'heure du cas Robin Grossman. C'est pour moi l'exemple le plus parlant. Et c'est vrai que le tirer jusqu'à mi-janvier, c'était se tirer une balle dans le pied. Après, Philander a toujours été très bon pour juste réussir un match abouti tous les 2-3 matchs et puis se dire, ah, peut-être que ça y est, l'équipe répond, l'équipe est prête à se sacrifier pour Pierre Philander, mais à chaque fois que tu avais un bon match à aller. Parce que des matchs vraiment complètement aboutis, j'en compte pas beaucoup cette saison. Mais que tu as un match qui est, disons, à 80% très bon du HC Bienne. Juste derrière, t'en as deux qui sont très mauvais. Donc, une fois que tu dois engranger des points et puis que l'urgence se fait, tu peux pas attendre plus. Donc, l'éviction de Philander à la mi-janvier, c'était vraiment la dernière qui sonnait. Et ils nous ont au moins pas refait une Matikainen comme il y a 2 ans à le sortir à 2 matchs de la fin. Ouais, bon après la situation n'était pas exactement pareille. Bien, ils étaient quoi, 12e? Et puis ils avaient peur de la enfin du play-out contre Oui, Ajoie à ce moment-là aussi. Donc tout à fait. là c'était vraiment même pas minuit moins une, enfin il était minuit, c'était le dernier des derniers moments. Je voulais juste revenir sur le point que je trouvais intéressant que tu as noté, c'est la constance et c'est sur le fait en fait il a réussi à créer des joueurs fragiles. Ils ont encaissé tout au début là, de la saison contre Zurich à 6 contre 5. Et puis ça a donné le temps toute la saison. On a vu qu'il a jamais réussi à leur donner confiance. Et puis que chaque fois que Bienne, ça devenait un truc un peu psychologique. Chaque fois que Bienne est à 6 contre 5, il se disait ah mais non, pas encore, machin. Ça arrivait tout le temps quoi. Et à force
que ça se répète, et ben, ça devient quelque chose qui est psychologique. Et puis à partir de là, c'est compliqué d'inverser cette dynamique, mais il a jamais réussi. En fait, c'est lui qui a créé cette dynamique-là, finalement, qu'il n'a jamais su trouver les mots et trouver les bonnes manières pour pouvoir s'en sortir. C'est clair qu'il avait aussi, enfin, ce qu'on a entendu, c'est qu'il avait son système à lui, et puis que finalement, c'était quelque chose qui était vraiment assez cadré. Et puis on sait qu'à Bienne, on aime bien laisser des libertés aux attaquants. Et puis, enfin voilà, c'est un petit peu aussi le style qu'avait Antti Tormenon, mais on a des joueurs aussi un peu comme ça, créatifs. Et puis si tu les mets si tu les cloisonnes, je dirais, et puis tu leur demandes d'appliquer des schémas, ben on n'a peut-être pas l'équipe pour. Et puis c'est peut-être là aussi qu'il y avait une distension entre certains joueurs qui, eux, appréciaient peut-être le système Philander, et puis d'autres qui, justement, n'en pouvaient plus. Et puis au bout d'un moment, c'était criant de voir qu'il y avait certains joueurs qui croyaient plus au système, quoi. Ça se voyait que Philander, il avait gentiment... On a parlé du cas Grossman, mais il y a plusieurs exemples qui montrent que Philander, il avait gentiment perdu la main. Notamment aussi quand tu vois les prestations que Bienne subissent à l'extérieur, quoi. À chaque fois qu'il prenait un but, il baissait le pavillon et puis c'était fini, quoi. Donc au niveau mental aussi, il a vraiment fait des dégâts avec cette équipe, quoi. Ouais, après, comment dire, c'est pas lui qui était sur la glace, donc c'est vrai que la fébrilité, les erreurs, c'est pas lui qui est directement responsable. Maintenant, comment dire, c'est vrai que quand t'as des joueurs d'expérience, t'as des joueurs qui sont globalement réputés pour leur fiabilité défensive, que tout à coup ils savent plus mettre un patate devant l'autre, c'est quand même très surprenant. Je veux dire, t'as un Buren qui a fait énormément de bon travail du côté d'Ambry, maintenant depuis 2 saisons, il me semble, du côté de Bienne, qui a vraiment été un peu plus même à Bienne. Ça fait 3. Il a fait sa 3 ans. troisième saison. Ouais, c'est vrai que bah, les 2 saisons précédentes étaient très bons de Buren, et puis cette année, tout à coup, ça fonctionne pas. Donc, tu es en droit de te demander quelles sont les raisons de cette régression pour un joueur comme celui-ci. Ouais, c'est clair. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour Ah du oui, cas un Philander. dernier petit Mais truc si tu que je veux voulais encore parler dire d'un sur truc. Philander, c'est aussi en termes de qualité de jeu. Enfin, c'était pas hyper fun d'aller voir le HCBN en ce début de saison. Alors oui, il y a eu des scores fast, oui, tout à coup il y a eu une grosse victoire. Bon, après on va pas pouvoir ressortir juste la victoire de Genève la trentaine de matchs qu'a eu fait Philander. Mais c'en est une où tout a bien fonctionné pour Bienne. Faut aussi dire que Genève à ce moment-là était pas bon, honnêtement, a vraiment montré un mauvais match sur ce 8-0. Donc c'est vrai qu'une victoire, même si c'est une victoire un peu historique, la vengeance de la finale perdue 3 saisons auparavant, bah c'est vrai que au final, quand tu mets le tout dans la saison de Philander, le jeu proposé était pas très bon, les résultats étaient pas au rendez-vous, et il avait plus le vestiaire qui était acquis à sa cause. Donc bon, voilà. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est business is business. Et puis voilà, je pense que comme on l'a dit avant, mais le changement de coach a lieu beaucoup trop tardivement, même si on a réussi à accrocher les play-ins grâce à Christian Dubé. Et je te propose qu'on en parle. Donc on a dit que Martin Philander a été remplacé le 19 janvier par Christian Dubé. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin de saison sous l'ère Christian Dubé? Écoute, je l'ai trouvé pas mal. Je vais pas pouvoir en dire plus parce que le résultat final, ça reste une 10e place. Maintenant, tu vois qu'il y a de l'amélioration. Tu vois que Dubé a fait avec ses possibilités comme pour une mission vraiment commando.
Déjà, il reprend l'équipe un lundi, et puis je crois qu'il a genre 3-4 jours pour se mettre un petit peu au fait de l'organisation, et pour pouvoir attaquer je sais plus, je crois qu'il restait 2 semaines avant la pause olympique. Ouais, Donc il là, devait rester 5-6 matchs. ouais, donc 5-6 matchs, ouais. il a vraiment eu juste 5-6 matchs pour se mettre dans le bain, qui étaient des matchs qui étaient assez cruciaux, il me semble. En plus, il jouait contre des adversaires directs, ou en tout cas proches au classement. Ah oui, il devait clairement faire des points sur les matchs Donc, qu'il a donc, fait. il a vraiment. Il arrive, il a pas le bon rôle, et il doit vraiment tout de suite performer. Il doit sauver ce club qui à ce moment-là est plutôt mal barré. Quand Philander part, on regarde beaucoup plus derrière que devant. Donc il a permis au moins dans un premier temps de s'assurer que Bien ne fasse pas les play-out, et ensuite pouvoir regarder un petit peu sur le play-in. Mais c'est vrai que au moment où il arrive, on se dit il y a une petite chance que la greffe ne prenne pas, et on a Christian Dubé qui emmène Bien tout droit au casse-pipe. S'il y avait peu de chance, parce que ça reste quand même un professionnel qui a eu du succès ailleurs, c'est un meneur d'hommes. Mais tu sais jamais, tu te dis, on en a 2-3 dans le vestiaire, j'en sais rien, à 2-3 Finlandais, Suédois, qui étaient tout copains avec Philander, qui n'adhèrent pas à la vision à la vision De Dubé. de Dubé. Merci, pardon. Mm. Et Bien doit faire une série de la peur contre Ajoie. Ouais, heureusement, alors c'est pas arrivé parce que je pense qu'il a réussi justement à créer une osmose avec l'équipe. En tout cas, il a réussi un petit peu à ressouder les bouts qui étaient manquants, et puis de vraiment recréer un peu un noyau et puis une équipe. Et puis ça, je crois que c'est quand même une de ses grandes qualités, c'est le côté humain. Bon, on verra sur plus long terme qu'est-ce que ça peut donner, parce on a vu du côté de Fribourg que ça a pu user sur la longueur. Mais en tout cas, à court terme, c'est clair que c'est quelque chose qui a été bénéfique et positif. Et puis je te rejoins dans le sens où il avait pas de temps, hein. Il arrivait là, et puis on lui a donné les clés, puis on a dit, écoute, il nous faut absolument que tu nous fasses des points. Puis le type, je pense qu'il connaissait pas encore le nom des joueurs. Et puis Ouais, tout de même. oui, ouais, non mais c'était une expression pour dire que, en gros, le gars il débarque là, il connaît pas grand monde, il devait apprendre un petit peu à connaître les joueurs, comment ce groupe il fonctionnait. Et puis je trouve que dans le timing qui était le sien, il a plutôt bien fait les choses, et c'était plutôt quelque chose qui était ok, et qui a permis à Bien justement de redonner un petit coup ce coup de fouet dont ça manquait. En fait, il a amené de l'énergie, et puis c'est ça que Bien avait absolument besoin pour pouvoir se relancer dans cette fin de saison. Donc il a réussi son objectif d'atteindre les play-ins, ce qui était en gros ce qui lui avait été demandé. Après, voilà, on a expliqué dans dans l'avant-dernier épisode justement, que voilà, non, c'est peut-être plutôt dû à Langnau qui chute, que à Bien qui remonte vraiment la pente. Maintenant, on a vu quand même qu'il a apporté sa patte. Il a aussi changé quelques trucs en box-play où c'était quand même mieux, même s'il y a encore Ouais, c'était moi Kata. voilà, qu'il y avait même s'il y a encore pas mal de jobs. Et puis on a retrouvé un petit peu aussi les leaders de cette équipe, qui ont remontré un petit peu leur bout de leur nez, même s'ils n'ont pas encore vraiment performé comme on est en devoir de les attendre. Mais plutôt satisfait de son arrivée et de ce qu'il a montré jusqu'à présent. Et puis on se réjouit de voir la suite la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il peut faire sur une saison complète avec un effectif où il aura quand même peut-être pu apporter une ou deux touches. On en parlera tout à l'heure dans la section avenir et puis questions pour la saison prochaine. Mais je pense en tout cas, moi, je me réjouis de voir Dubé sur une saison complète, voir qu'est-ce qu'il peut faire avec cette équipe.
Ouais, je suis d'accord. Je trouve aussi agréable dans le profil qui a été choisi de Dubé, de pas essayer de trouver le anti-Tormenon numéro 2, d'aller chercher à chaque fois un entraîneur finlandais. Et puis à chaque fois, ça se passe pas bien parce que c'est des gens qui ont eu un tout petit peu de succès ailleurs, mais finalement arrivent avec très peu de références. Là, l'avantage avec Dubé, c'est qu'on a un type bon, qui parle français, c'est aussi agréable pour pouvoir un petit peu entendre ce qu'il avait à dire. Parce que Matikainen et puis Philander, les deux, je pense que si on les a eu deux, trois fois dans les médias, c'est un miracle. Je pense que j'ai déjà lu plus d'interviews de Dubé depuis qu'il est arrivé il y a 2 mois que de Philander et Matikainen réunis. Donc là, c'est aussi un petit peu agréable. Puis c'est surtout un type qui vit le hockey, qui est complètement passionné. Je dis pas que les derniers étaient pas passionnés, ça c'est clair. Mais c'est aussi un type que tu connais, qui sait montrer des émotions, euh, qui, euh, qui est meneur d'hommes, qui est rassembleur, qui peut, et puis qui peut aussi amener un jeu qui est plaisant à voir. Ouais, qui redonne un petit peu de la liberté aux attaquants et puis de retrouver un petit peu, comme tu l'as dit, cette joie de jouer et puis vraiment plus de liberté sur la glace. Voilà, on sait que Dubé c'était un ancien attaquant qui aimait beaucoup faire ses points, puis je pense que ça l'aide aussi dans sa manière de coacher et puis sa manière de voir les choses. Donc c'est clair que je pense que c'est une philosophie qui colle beaucoup plus à Bienne que les deux précédentes où c'était très structuré, très militaire carrément sous Matikainen, mais c'était quand même aussi très structuré sur Philander. Donc tu vas me dire, en étant ancien flic, c'est clair que on pouvait pas s'attendre à autre chose, mais bon bref, parenthèse fermée. Ouais, je pense que c'est vraiment plutôt pas mal et puis je me réjouis de voir ce que ça donne, même si on a vu quand même, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, mais sur ce play-in et puis sur ce coach challenge et puis sur ce match à Berne, où quand même il a pas non plus, il a pas su trouver la clé à ce moment-là, enfin comment réveiller cette équipe, notamment dans l'acte 2 Oui. au match à Berne, ou en tout cas peut-être c'était la préparation du match aussi, je sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas encore réussi à trouver la clé par rapport à ça. Et puis, bah voilà, ce fameux coach challenge qui au final nous a coûté cher. Mais voilà, Il te j'espère. reste il te reste en travers de la gorge à ce coach challenge. C'est clair. Bon, je pense que je vais faire je vais déposer un proté, puis il y a plus de coach challenge la saison prochaine. Comme ça, on est quitte. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que sur le coup, même si ils ont clairement assumé la position, et puis moi je trouve c'est loyal, hein. Enfin genre c'est honorable d'assumer cette position-là et puis de se dire moi je préfère prendre le risque quitte à perdre plutôt que d'essayer de rien essayer finalement. Mais je me dis quand même que sur certaines situations t'aurais pu t'abstenir, mais voilà. Parenthèse ferme, deuxième parenthèse Refermée. exactement. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter pour notre ami Christian? Non, sinon que j'ai hâte de voir ce que ça donne la saison prochaine sur une saison complète et puis avec un été de préparation aux petits oignons. Bon, Thomas, c'est parti. Je te propose qu'on mette les pieds dans le plat tout de suite. Parlons de la direction sportive du HC Bienne saison 25-26, notamment Martin Steinegger. Euh, je crois savoir que tu penses qu'il a pas fait tout juste cette saison. Je me trompe. Bon, je crois surtout qu'on est deux à le penser, non? Ah oui. Mais effectivement, si on reprend les choses dans l'ordre, donc on a déjà parlé dans la première section sur Martin Philander, mais tu commences la saison
où tu prolonges un entraîneur d'un an sans qu'il ait vraiment prouvé sa valeur finalement, parce que il finit 11e, certes avec des blessés, mais franchement, il méritait pas enfin, de prolonger son contrat de manière anticipée. Je me dis, t'attends de voir comment ça se passe en octobre-novembre, et puis après t'avises. Mais enfin, son argument c'était de dire, ouais, mais comme ça envoie un message clair à l'équipe, et puis je suis quitte de discuter en novembre. Ouais, mais bon, si ça se passe mal, du coup, comment ça, tu vas perdre de Ouais, l'argent, du coup. c'est ça. Enfin, je Ouais, sais du pas coup, comment. tu lui offres un an de contrat. C'est énergie qui double ton salaire un petit peu. C'est ça. Bah, tu prends un risque, quoi. Alors, sur le coup, j'espère qu'il puisse la saison prochaine retravailler du côté de la Suède, et puis que Bien n'ait plus à payer son salaire, mais c'est un risque de pris, je dirais, de manière inutile. Donc, t'as déjà cette prolongation-là que, honnêtement, moi, j'ai pas compris, et puis toi non plus. Ouais. Même si, dans l'idée, je peux l'entendre, de le sens se dire, mais on a envie d'aller avec ce coach-là, et puis on montre la voie aux joueurs, et puis c'est avec lui c'est lui notre homme finalement, et puis peu importe marche ou crève, ils doivent suivre le coach. Mais après, il y a la réalité, et puis tu te dis, mais vraiment, on est sûr qu'il n'y avait pas moyen d'attendre un peu, de voir comment ça se passait, surtout qu'il a fait, entre guillemets, ça avec Matikainen, dans le sens où il a dit, alors lui, il avait déjà signé pour 2 ans, mais quand même, on a attendu de voir comment ça se passait. Et puis après, bon, c'est clair, c'est arrivé tardivement, mais il a quand même vu que ça allait pas, tu vois. Il a pas gardé non plus Petri Matikainen encore une saison. Oui. Donc, je me dis, à ce niveau-là, quand même, je pense qu'il a voulu, je sais pas si il a voulu peut-être réparer son erreur, entre guillemets, ou en tout cas de dire, non mais c'est lui notre homme, et puis comme ça, les joueurs vont adhérer à ce projet-là, mais force est de constater que ben, c'était pas la bonne solution. Après, au niveau de la construction de l'effectif, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on en discute. Le contingent d'étrangers, moi c'est principalement là que je vois la chose, c'est clairement insuffisant. Depuis de nombreuses années, le talon d'Achille de Bienne et de Steinegger, c'est clairement les étrangers. Alors, sur le papier, cette saison, tu te dis, tu engages un type comme Ulström qui a 43 points en Suède, donc tu te dis, sur le papier, ça peut le faire. Tu engages un type comme Silvegaard qui est aussi presque un point par match en Suède, et tu te dis, bon, ça va le faire. Et puis après, c'est là aussi le job de GM, c'est-à-dire que tu dois pas seulement regarder au niveau des stats, nous, on regarde au niveau des stats, mais on va pas se rendre sur place pour voir comment il joue le joueur. Tu sais que le championnat suisse, c'est un championnat qui est rapide, il faut que tu patines, il faut que tu sois mobile. T'as un Silvegaard qui pèse 1 tonne, non mais j'imagine, mais qui fait des trous dans cette glace tellement il avance pas. Et puis t'as un Ulström où on voit que son jeu défensif il est quand même à risque. Et puis qu'offensivement pour l'instant il n'a pas su apporter ça. Donc ça c'est aussi ouais, je pense que c'est ton job de voir ça. Et puis pour moi c'est nouveau pour l'instant, en tout cas. On verra en an 2, et si Silvegaard reste, on en parlera après, mais on verra si c'était vraiment des bons choix. Mais pour l'instant ça, on peut pas lui donner raison. Au niveau des étrangers, il y a aussi ce contrat qui a été donné à Salinen, d'où il sort ce contrat en 24-25 là, non c'est en 23-24 qu'il le prolonge pour 2 saisons. Tu te dis, mais on est sûr là, avec le marché, avec l'arrivée des 6 étrangers, le marché de la KHL, enfin, au niveau des options qui s'offrent à Bienne, il n'y a pas mieux que d'aller chercher sur Salinen. Rien sur Salinen, enfin voilà, vous savez ce que j'en pense, mais il y avait clairement un autre choix que de se porter là-dessus. Et puis c'est clair que maintenant, avec les passages à 6 étrangers, bah, tu peux plus te permettre que d'avoir 3-4 étrangers au niveau. Tu dois avoir 6 étrangers qui soient performants si tu veux t'en sortir, surtout pour un club comme Bienne. Tu as besoin de 6 étrangers qui sont performants, et puis ça c'est clairement, si tu parles au niveau de la construction de l'équipe, le problème, quoi. Tu vas chercher un Utanen qui finalement a servi à rien. Faut voir voilà, il a joué une dizaine de matchs, mais fondamentalement
il n'a pas aidé l'équipe. L'année passée, il avait pris un Greco qui avait plutôt fait une bonne saison, que tu ne prolonges pas. Enfin, tu as quand même plusieurs choix pour le moins discutables, quoi. Donc ça, c'était au niveau du casting des étrangers. Et puis, franchement, au niveau des joueurs suisses, ça fait quand même... Alors là, il y a eu la signature de Tsverger. Donc ça avait amené un peu de baume au cœur. Mais ça faisait quand même un moment qu'il n'arrivait plus à attirer des bons joueurs à Bienne, quoi. Je sais pas ce que toi, t'en penses par rapport à ça. Moi, je suis d'accord et je trouve que notre ami Steinegger, ces dernières saisons, il lui arrive un souci. Il lui arrive un souci et puis juste derrière, il va aller à l'inverse, à l'extrême dans l'autre sens. Ma théorie, on est l'année Matikainen, donc l'année post-titre, avec tout le monde qui se barre. Donc lui, il avait eu tous ses contrats qui arrivaient à échéance, et on se retrouve à avoir un effectif qui est vachement réduit, parce que il y a beaucoup de monde qui part, et puis il y a peu de monde qui arrive. Mais du coup, maintenant, tu te retrouves à avoir Steinegger. On a l'impression qu'il a absolument plus envie de se retrouver dans cette situation. Du coup, ils ont donné des contrats à tous les jeunes, des contrats pro à tous les jeunes du HC Bienne. La saison prochaine, on a un effectif, je sais pas comment il faut jouer tout le monde. T'as des... Comment dire? Je pense qu'on doit avoir 7 ou 8 joueurs qui sont... si tout le monde est en santé, on a 7-8 joueurs de, allez, 23, 24 ans et moins, qui peuvent prétendre à une place sur des blocs. T'as Sever qui peut jouer en haut, Jonah qui peut jouer en haut. Mais après, on a 6-7 joueurs qui peuvent jouer qui peuvent que jouer le quatrième bloc. Quatrième bloc, t'as déjà Sablatnig. Mais on a beaucoup trop de monde, à moins qu'on veuille absolument faire gagner le championnat de Swiss League à Holton. Mais tu te retrouves avec un... Et puis, il y a plusieurs situations qui sont un petit peu illogiques. J'ai pour exemple le cas Léo Braillard. Braillard, il revient de OHL ou WHL, j'ai plus exactement Oui, WHL. Il signe 1 an. Ok, pourquoi pas, mais après tu te dis, bon, c'est un très bon jeune, il a des très bonnes stats. Est-ce que t'avais pas meilleur temps de lui donner un tout petit peu plus d'entrée? Il commence, on voit que il lui manque on voit qu'il est pas actuellement, qu'il amène pas autant qu'un Mark Sever a amené. Après, il est plus jeune. Mais du coup, on a des matchs où il est pas tout à fait convaincant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas forcément vu l'entièreté de son potentiel. Et après ça, tu leur signes 3 ans, je crois. Moi, je trouve qu'il y a des signaux un petit peu contradictoires qui sont envoyés où je suis pas certain de tout comprendre. Avec Berchi à qui on a redonné une année, Sever qui a encore un contrat pour la saison prochaine, Jonas, ça on n'est pas tout à fait sûr, Kata qui re-signe aussi, il me semble. Oui, il y C'est a vrai que ça Catin, commence à faire pas mal de monde, hein. t'as Catin, t'as Kaiser. Oui, c'est ça. Et si c'est pour... enfin, moi, je trouve que c'est bien de mettre en valeur la formation biennoise. Et puis, si t'as des bons jeunes qui sortent, style Jonas, style Blessing, style Sever, c'est clair que à ce moment-là, ça légitime des contrats. Mais dans d'autres cas, tu te demandes quand même, est-ce que vraiment ça vaut la peine, tu vois? Si c'est pour que ça fasse un style comme Gaël Christ, où le type, tu le vois 15 matchs à Bienne, et puis après, tu te rends compte que finalement, c'est un peu plus compliqué que ce que tu avais imaginé. Tu le prêtes en Swiss League, tu le prêtes à Ajoie, et puis en final, tu te rends compte, ouais, non, mais c'est bon, on va casser le contrat, et puis il part à Ajoie. Ouais, bon, merci, mais non merci, quoi. Donc, donner des contrats aux jeunes, oui, mais pas n'importe... Enfin, c'est toujours la même chose. Oui, c'est bien de mettre la formation biennoise en avant. C'est clair, à Bienne, il y a des super bons jeunes, et ça, c'est pas ce qu'on dit. Mais au bout d'un moment, quand tu donnes des contrats à 8 jeunes, tu peux pas mettre 8 jeunes sur ton line-up. Donc,
à partir de là, c'est clair que oui, tu vas faire jouer des types à Holton, en Swiss League, mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment tu as une place pour eux dans ta première équipe, quoi? C'est ça la question à se poser par rapport à ça, mais je pense que c'est pas non plus le cas le plus épineux. Enfin voilà, je pense pas que c'est ça qui coûte hyper cher dans le budget de Bienne, donner des contrats à Non, des jeunes. Mais c'est vrai que quand tu as 8 jeunes pour 4 places, c'est vrai que tu te bien demandes sûr. un petit peu ça. Donc c'est Mais clair que du c'est coup, c'est vrai questionnant. que on a toujours on a toujours des bons jeunes qui arrivent. Et puis du coup, le fait de blader tout le monde d'une certaine génération, même si la génération a beaucoup de talent ou comme ça, machin, mais ça, du coup, ça t'enlève par exemple pour des types qui arrivent maintenant. Après, c'est au niveau statistique, mais est-ce qu'un Livio Christen aurait pu avoir à un moment donné une place sur le line-up du HCBN? Et est-ce que en ayant vu que, bon, bah, j'ai de toute façon 8 qui sont un petit peu plus âgés que moi, quoi, un petit peu plus d'expérience que moi, j'ai meilleur temps d'aller chercher des minutes de qualité du côté d'Ajoie. Ça, je le sais pas. Moi, j'ai peur aussi que les jeunes qui arrivent. Les jeunes qui arrivent maintenant, cette saison, saison prochaine ou comme ça, ils se disent, ouais, mais non, mais c'est bouché devant, faut que j'aille voir directement ailleurs. Et puis qu'on perde un petit peu cette qualité et puis ce produit de la formation biennoise. Ouais. Non, mais c'est une possibilité. Après, je pense que ce sera pas dans l'immédiat que ça va se passer, mais c'est clair que bah, il y aura pas de la place pour tout le monde. Donc, évitons peut-être de donner des contrats à Tova et surtout la durée. C'est surtout ça aussi, la durée du Oui, contrat, tu vois. C'est surtout ça qui est questionnant, tu vois. Que tu donnes peut-être un an de contrat ou deux, ouais, un, voire 2 ans maximum pour voir un petit peu comment il se développe style à sévère, tu vois. Par exemple, tu lui dis, ok, tu vas une année à Holton, ensuite tu reviens avec la première, on regarde est-ce que tu es capable de faire le pas, oui, non, et puis à partir de là, tu tranches. Mais ouais, je pense que si c'est pour signer 3 ans de contrat et puis que finalement le type il joue jamais, enfin il joue avec Holton, ben voilà quoi, merci mais non merci. Euh, Ça, c'est par rapport aux jeunes, du coup. Est-ce que tu avais encore d'autres. Moi, je te parlais plus. Enfin, j'avais déjà un petit peu abordé ouais, j'ai un petit peu le truc digressé avant. sur. Non, mais pas de souci. Mais au niveau des transferts et puis de l'attractivité du HCBN sur le marché des transferts, alors oui, on n'a pas des moyens financiers qui sont extensibles et on n'a pas l'argent euh, des gros, ça c'est clair. Mais en tout cas, la saison passée, c'est que je suis convaincu que tu peux pas avoir le même budget mis dans cette équipe-là que celle qui a été en finale. C'est pas possible. Je veux dire, tu as perdu quand même des types comme Radgeb, qui était. Alors, on avance un peu des chiffres sans connaître vraiment les chiffres, mais je pense qu'on est autour, en tout cas, de 400 000, je pense. 350, Oui, 400 000. Moi, je pense que c'est pareil un peu pour Kunsley, c'est un peu pareil pour Forster, c'est un peu pareil pour Brunner, pour Kunti. Enfin, c'est tous des types qui étaient, en tout cas, si on veut vraiment être petit dans les chiffres, autour de 300 000. Les gars, ils sont passés où est passé l'argent? Parce que tu peux pas dire que c'est dans des types comme Johnny Kneibuller ou Buren que l'argent est passé. Donc oui, il y a eu une augmentation au niveau du budget, au niveau des étrangers. Puis je pense que Anderson, Silvegaard, Ulström, ils sont grassement payés, ça c'est clair. Mais je suis convaincu qu'on n'a pas investi encore tout l'argent. Enfin, où est passé cet argent, quoi? Après, là, je pense que c'est justement pour ça qu'ils ont pu signer un Sverger. Peut-être qu'ils oui. pourront aussi faire l'opération Valmark, c'est qu'il reste encore, je pense, un peu de sous de côté par rapport à ce qu'ils avaient avant. Mais c'est clair que on a quand même cette impression que ouais, l'argent injecté, enfin, toute la capacité financière de Bienne, elle n'est pas forcément, tu la relèves, enfin, tu l'as pas forcément sur la glace. En tout cas, la saison passée, voire cette saison, je sais pas toi ce que t'en penses.
Mais je suis assez d'accord. C'est vrai on a fait quand même, par rapport à l'effectif qui est allé au titre, enfin qui est allé au titre, oulala, pas du tout, qui est allé jusqu'en finale. Tu fais quand même deux trois pas en arrière. Je veux dire, les personnes qui sont arrivées en remplacement, que ce soit des Johnny Kebuler, des Nicolas Muller, des machins, n'ont quand même pas les mêmes rôles que pouvaient avoir des artistes comme Brunner, des joueurs comme Mike Hunsley qui pouvaient te faire un petit peu d'ordre et puis avoir cette dimension physique qu'honnêtement pas grand monde n'a actuellement à Bienne. En vrai, c'est vrai, c'est ça qui manque un petit peu, c'est qu'avant on avait des joueurs de rôle qui te permettaient d'amener une dimension différente sur chaque ligne. On avait, bah, comme j'ai dit, à Kunsley. Derrière, tu avais Radgabe, qui a trouvé, bah, à Bienne maintenant, on a un peu son successeur qui serait à Dionisio. Mais c'est vrai que tous ces gens-là ont été remplacés numériquement, mais n'ont pas été remplacés vraiment dans l'impact qu'ils amenaient. Knobulaire, Enfin, j'adore dans la... Knobulaire, mais tu peux pas dire que ça te remplace Damien Brunner, quoi. Nicolas Non, Muller, bah non. ça a pas du tout la même, ça a pas du tout la même valeur, ou Petr Tchaïka, ça a pas la même valeur quand même qu'à Luca Conti. Donc c'est vrai que pour ça, après on a des joueurs qui sont assez jeunes, qui demandent aussi à être développés, mais c'est vrai que du coup tu vois quand même une régression qui est assez forte. Puis d'ailleurs ça s'est vu dans les résultats des 3 dernières saisons. Ouais, bah, c'est clair, on nous a vendu que Bienne devait être en reconstruction, enfin une reconstruction de l'équipe. C'est ce qu'on nous a vendu déjà depuis la saison passée. Force est de constater que la stratégie de miser sur les jeunes, alors ça, tu la comprends complètement. Et puis, c'est clairement, je pense que ça, c'est un bon point. Et puis, c'est là que Bienne doit passer, de développer des jeunes et puis de les mettre dans la première équipe. Donc, ça, c'est un premier point. Mais justement, c'est pas ça qui te coûte vraiment de l'argent. Ah, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas Niklas Blessing, même s'il a signé son contrat, qui te coûte des milliers et des cents. Tu as parlé avant de- qu'on a perdu au niveau de la qualité. Bah, c'est clair que tu vas chercher un Nicolas Muller. Je suis rien contre Nicolas Muller, mais c'est clairement une perte au niveau de la qualité. Et puis tu te dis, mais ouais, c'est pas un bon trade, quoi. Enfin, peut-être pour jouer le 4 ça va encore, mais pas plus haut, quoi. Et puis il y a quand même plusieurs erreurs de casting à ce niveau-là, quoi. Je trouve au niveau des attaquants suisses, tu as parlé de Nicolas Muller. euh, on peut parler aussi dans ce moment-là de Luca Christen. Est-ce que vraiment. Enfin, dans quel effectif. Enfin, sous Antti Tormenon, par exemple, si tu reprends l'effectif qu'ils avaient, jamais Luca Christen aurait joué. Et il jouait pas d'ailleurs, quand il y avait Antti Tormenon. Donc, c'est clair qu'il y a eu une perte de qualité par rapport à la finale. Dû aussi, il faut le dire, au management de Steinegger qui a laissé ses contrats expirer. Effectivement, je pense que tu pouvais pas tous les signer, ça on est d'accord. Mais je pense que d'en retenir un ou deux de plus, c'était pas non plus inenvisageable. Montable. Que tu aurais pu après combler les trous par des jeunes. Je pense que ça aurait pu clairement être une possibilité. Donc, tu te retrouves aussi dans cette reconstruction parce que Steinegger a mal aussi géré cette après-finale qui a été mal gérée, tout simplement. Donc, ça fait quand même 2 ans que je trouve qu'on piétine et puis comment dire, que les jeunes, en fait, c'est vraiment la lueur d'espoir où tu vois que là, tu as vraiment investi dedans et puis le mouvement junior, il est bon. Mais en dehors de ça, tu as quand même la peine à peine à voir la suite, quoi. Donc, à partir de là, bah, c'est clair que le management de Steinegger, il pose quand même 2 questions parce qu'il a quand même fait plusieurs erreurs notables. On a parlé du coaching staff. C'est déjà... Enfin, on a parlé de Philander, mais on peut aussi parler de Matikainen, qui est clairement une erreur de casting. T'es déjà à 2 coachs. Là, avec Dubé, c'est ton 3e. T'as un peu cette rectacite qui dit, mais t'as un peu le droit à 3 coachs avant de remettre en cause le GM, en gros.
Donc il tire un peu sa dernière cartouche avec Dubé, quoi. On a parlé des étrangers, le casting des étrangers qui n'ont pas été bons pour l'instant. J'ai oublié de le mentionner avant au niveau des étrangers, mais on peut parler du cas de Laaksonen, Ouais, où tu signes oui, deux complètement. défenseurs étrangers, mais le type il part après 2 mois parce que en fait il y a Rodwin Dionisio qui revient. Alors est-ce que là il n'y a pas eu un problème au niveau de l'anticipation? Est-ce que vraiment c'était sûr que Dionisio reparte? Et puis les chances elles étaient immensément élevées pour qu'il revienne pas à Bienne. Là ça j'ai pas la réponse, mais ouais, t'es forcément en droit de te poser la question que ah bah non en fait le 9 septembre t'as Dionisio qui débarque. Donc ouais, il y a quand même plusieurs questions à se poser au niveau de la construction de l'effectif et puis de comment le club, comment l'aspect, je dirais, reconstruction est géré depuis 2 ans maintenant parce qu'on a l'impression que bah, ça avance pas. Et puis j'espère que maintenant avec Dubé, ils ont trouvé la personne qui justement, lui, va entamer la reconstruction et lui, il va dire mais qui c'est qu'on garde, qui c'est qu'on garde pas, puis de faire un petit peu avancer les choses là. Parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu du surplace. C'est une très bonne chose que tu parles de Oskari Laaksonen. J'ai été regarder un petit peu ses stats maintenant qu'il est retourné en Suède et il est de nouveau à des stats vraiment intéressantes. Et bah du coup bon bah il joue à l'Ouéa donc il fait les playoffs, il a des points en playoffs. Moi je suis en train de me dire fin de saison, surtout avec la fébrilité défensive qu'on avait, ça pouvait être un type, si tu le mettais dans les bonnes conditions, tu l'avais fait jouer dès le début de saison, tu lui disais, écoute, on te fait confiance directement, ça aurait pu être un type qui te stabilise ton top 6 mais aisément. Donc c'est vrai que je trouve un tout petit peu dommage, je trouve que c'est vraiment un gâchis ce joueur, parce que pour moi il est plus à amener ouais, il fait les 16 pauvres matchs qu'il fait, puis les 4 malheureux assists qu'il vient distribuer. Donc ouais, ça c'est aussi un aspect qui est vraiment très décevant de la saison. Et dernier point, pour revenir sur les jeunes, il a quand même de la chance avec ses jeunes. Parce que en avoir 3 nés en 2005 et après, qui arrivent à s'établir euh, et à être réguliers et bons sur ton top 6 défensif et ton top 9 offensif, il n'y en a aucun autre dans la ligue qui arrive à se targuer de ça. En sortir un, c'est déjà quelque chose, alors 3 en même temps. Franchement, il a du bol que ces jeunes lui ont sauvé quelque part un petit peu la mise. Parce que sinon, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Ouais. Non, bah après, je sais pas si c'est de la chance, je pense que c'est aussi au niveau du travail, mais c'est clair que la coïncidence que t'en aies 3 qui sortent d'un coup à ce moment-là, c'est sûr que ça fait du bien surtout, et puis ça lui, comme t'as dit, ça lui sauve un peu les miches. Après, je pense qu'il y a vraiment du bon job qui est fait dans le mouvement junior, et puis Ah, finalement, ça, je suis tout à fait d'accord. tu récoltes les fruits finalement du travail. Ce qu'on parle juste, c'est au niveau du timing. T'en as 3 qui arrivent à sortir en même temps. C'est plutôt ça qu'on met en évidence que effectivement là-dessus, le, finalement, ça c'est bien tombé quoi. Oui, mais puis après, c'est surtout pour dire que la courbe de progression des jeunes joueurs, elle n'est pas forcément linéaire. Des fois, tu te retrouves quand même avec des gaillards qui doivent ronger leurs freins pendant une année dans le quatrième bloc et puis à pas avoir l'occasion de faire grand-chose. Puis bah là, c'est vrai que les 3, on leur a fait confiance et puis les 3 ont saisi leur chance de manière vraiment remarquable. Donc c'est clair que tu vas pas. J'essaye de trouver une jolie analogie, mais c'est clair que si ton mouvement junior il est cassé, va pas tout à coup y en avoir 2 par chance qui, oh incroyable, ils sortent. Donc là c'est vrai qu'il y a du bon travail, mais c'est surtout pour dire que quand t'as 18, 19 ans, euh, arriver et quasi instantanément avoir de l'impact au plus haut niveau, assez inespéré. Ouais. Pour continuer sur l'aspect Steinegger, mais je vais juste remonter peut-être un cran plus haut, Ouais. donc dans la direction sportive. Au bout d'un moment, est-ce que tu dois pas... Enfin, moi j'ai l'impression, de regard extérieur comme ça,
déjà que tu as un peu deux clans. Tu as un peu ceux qui voient Steinegger un peu comme un Messi, où c'est clair, c'est lui qui a bâti l'équipe pour être champion. Je pense aussi avec la grande aide d'Antti Tormenon, quand même, pour moi, pas à négliger là-dedans, dans cette construction d'équipe, en sachant que Tormenon était adoré des joueurs. J'entendais encore... J'écoutais encore un podcast là de Fribourg avec Radgeb où il disait que ben, s'il y avait Tormenon qui était coach, peut-être que j'aurais re-signé. Donc Ouais. l'influence que Tormenon a pu avoir dans les prolongations de contrat, mais on va pas lui enlever que c'est lui qui a fait venir quand même les joueurs, peut-être avec l'aide de Tormenon, mais qui a réussi à monter cette équipe-là. Donc ça, pas de souci, il a vraiment fait du bon job. Et puis à ce moment-là, il n'y a rien à dire. Et puis juste à remercier. Après, ça fait quand même bientôt 12 ans, 13 ans qu'il est là. Est-ce que t'as pas envie d'aller voir un peu autre chose et puis de tenter une nouvelle voie et une nouvelle direction? Je disais qu'il y avait ceux qui l'adulaient, puis un peu ceux qui émettent des réserves, en tout cas je sais pas, ouais, qui le critiquent, ou en tout cas qui remettent en question ses choix, qui je pense depuis 2 ans sont clairement légitimes. On les a énumérés juste avant. Et au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question à faire dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est pas du, je sais pas si c'est du copinage, mais en tout cas, on a l'impression que Steinegger est tout puissant et qu'il peut faire un petit peu ce qu'il veut sans jamais avoir finalement quoi que ce soit qui arrive en retour, quoi. Donc tu te dis, mais le gars, il peut faire ce qu'il veut, si demain il a envie d'engager Valentin Pilet, Thomas Thierry, et puis de virer Dionysia et tout ça, ils vont le garder, tu vois. Il va partir seulement quand lui aura décidé de partir. On en a parlé avant que peut-être qu'il était intéressé par le poste des équipes nationales. Selon les dernières infos, ça se fera pas, ce sera un autre type, donc il va rester à Bienne. Mais moi, je me pose la question, dans un club, j'ai l'impression qu'il est tout puissant, quoi. Il peut faire un peu ce qu'il veut, et au bout d'un moment, est-ce que quand tu es Daniel Villard ou le membre du conseil d'administration, tu te dis pas, mais mon coco, viens, on se met autour de la table et puis on discute, parce que si tu regardes à chaque échelon, il y a des conséquences, dans le sens où Salinen, il est pas bon. Au bout d'un moment, il a plus de contrat. Le coach, quand il répond pas aux attentes, ça ne joue pas avec lui, il est licencié. Alors je dis pas qu'il faut licencier Steinegger, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer, mais je suis en train de dire, au bout d'un moment, est-ce qu'il ne doit pas y avoir aussi une remise en question de la direction sportive, en sachant que maintenant, tu as quand même un Christian Dubé qui est vraiment, enfin qui a déjà occupé ce rôle de GM et puis qui est clairement très performant là-dedans, je trouve, que ce soit en termes d'aller chercher des joueurs étrangers, joueurs suisses. Enfin, on a vu qu'est-ce qu'il a réussi à construire à Fribourg. Donc t'as un type comme Dubé qui a un très bon GM. Coach, ça reste encore à voir, mais je pense que c'est quand même un bon coach avec certaines limites. Dans l'organisation, tu as quand même un Damien Brunner aussi. Est-ce que tu veux pas donner une fois la chance à Brunner en tout cas, peut-être d'aider Steinegger dans ses tâches? Je sais pas si c'est quelque chose qu'il veut et puis quelque chose qui est envisageable, mais au bout d'un moment, je pense que c'est aussi bien d'avoir de nouvelles voies, de nouvelles idées, et puis de pas rester cloisonné là-dedans. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi c'est un peu quelque chose qui... Ouais, je sais pas si ça me dérange, mais en tout cas c'est quelque chose qui me questionne, qu'il n'y a jamais rien qui est remis en cause, et puis on fait un peu comme si de rien n'était, quoi. J'écoutais encore l'autre podcast avec Stéphanie Meria. Oui, j'écoute beaucoup de podcasts, mais dans le sens, elle disait, mais je vais pas lui jeter la pierre, enfin, remettez-lui à sa place, enfin, essayez quand même de le défendre, ou en tout cas de lui dire, mais écoutez, nous on se questionne, on cherche des solutions ensemble, machin, mais à aucun moment, il y a enfin, on assume les erreurs, quoi. J'ai l'impression que c'est toujours oui, mais on est en train de se questionner, on essaie toujours de chercher la meilleure solution. C'est un petit peu du blabla, un petit peu du blabla bien tourné, tu vois. Un peu de la langue de bois. Et puis jamais réellement des prises de décision claires, nettes et précises. Et c'est aussi pour moi ce que je reproche à Steinegger, c'est que je l'ai jamais entendu dire, ouais, là, je me suis trompé, c'est une erreur,
je- tout le monde a le droit de faire des erreurs, tout le monde a le droit de se tromper, mais bon sang, assume de dire, oui, moi je me suis trompé, c'était une erreur, machin. Encore une fois, quand il y avait Matti Kainen, il disait, ouais, mais non, mais peut-être que si, mais peut-être que là, non, mais c'était pas un échec, le contexte était compliqué, nanani, nanana. La même chose avec Philander, mais assume que tu t'es trompé. Oui, j'ai pensé ça. La direction, elle était celle-ci. Et puis, je me rends compte que c'est pas la bonne. Et puis, je change de cap. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais juste, vraiment, ouais, moi, j'ai vraiment un problème au niveau de la communication à ce niveau-là. Moi, ça me pose en tout cas un problème en tant que de la communauté du HCBN de pas. Des fois, il y a un manque je sais pas si c'est un manque d'honnêteté, mais un manque de transparence à ce niveau-là, quoi. Et c'est pour ça que d'avoir un Dubé là-dedans, bon sang, bonsoir, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est honnête et puis qui dit les choses et puis qui va pas par quatre chemins. Et pour ça, c'est clairement plaisant à entendre. Je sais pas ce que toi t'en penses. J'ai fait un peu long, mais voilà, pour moi, c'était un point qui était clairement à mettre en évidence. Oui, ouf, c'est pas simple de passer là derrière. Euh, Écoute, c'est un peu un crime de lèse-majesté que que de prendre la veste, que de tirer la veste à Martin Scheidegger. Maintenant, bah, c'est vrai qu'on peut, comme tu l'as dit avant, on peut que le remercier pour ce qu'il y a eu, pour ce qu'il nous a fait, et puis où il nous a amené, parce que c'est quand même lui qui a beaucoup fait, enfin qui a mis le club, qui a emmené le club dans une nouvelle dimension avec des signatures comme Jonas Hiller à l'époque. Enfin, c'est quand même lui qui les avait fait venir, tout ce beau monde. Donc, jusqu'à l'année du titre, putain, je vais pas m'en sortir, hein. Jusqu'à l'année de. Bah, un jour, ça va venir. Un jour. Un jour, un jour Jusqu'à l'année peut-être. de la finale, moi, j'ai aucun reproche à lui émettre, mais c'est vrai que depuis ça, il n'y a pas grand-chose qui tourne bien. D'ailleurs, bah, ça se voit au niveau des résultats de saison régulière. Je crois qu'on fait quoi? 10, 11, 10, hein, c'est juste. Alors, il y a la première année où, de manière incroyable, on joue quand même les playoffs parce on sort deux équipes en play-in. Avec l'équipe du titre, hein. Enfin, Ah, ah, avec l'équipe où oui, on finit en vice-champion, avec quand même. l'équipe, on finit vice-champion. Mais sinon, au niveau sportif, bien, c'est quand même ces 3 dernières saisons, bon, déjà, la statistique, c'est 0 victoire en play-off. Je crois qu'il doit y avoir 3 équipes qui n'ont pas fait de victoire au play-off ces 3 dernières années. C'est Bienne, Ambry et Ajoie. Donc déjà ça, c'est une statistique qui te met bien un petit peu en bas. Donc pour ça, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi je suis assez d'accord de se dire, est-ce que avoir d'autres idées, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Puisque j'ai aussi envie de mettre en avant, c'est est-ce que la philosophie du HCBN, qui est d'être un club enfin, annoncé comme un club familial, est-ce que avec cette nouvelle National League où on donne des très gros contrats, où on fait, où t'as beaucoup où ça a quand même gagné en qualité et en business. Est-ce que cette philosophie du familial, est-ce que ça colle encore, quoi? Ça, c'est aussi une question. Donc, Ouais. ouais, il y a pas mal de questions pour la direction de est-ce que vraiment là, on va dans une direction où on va pouvoir jouer à moyen titre ou à moyen terme ou à long terme un titre ou que sais-je, ou bien est-ce qu'on va se satisfaire de jouer le ventre mou? Ouais, bah ça va dépendre aussi un petit peu de l'évolution aussi financière et puis de l'évolution des salaires. Mais c'est clair que pour reprendre ce que tu as dit, moi je pense que effectivement, alors par rapport à l'identité du club, je pense qu'il faut que ça reste ce côté un petit peu familial, un petit peu ce côté proche, mais c'est aussi peut-être le revers de la médaille
où justement on veut peut-être pas blesser, on veut peut-être pas dire les choses, on essaye de faire 5 fois le tour de la maison pour dire la vérité. Enfin, tu te dis au bout d'un moment, mais tu toques et puis tu dis, t'as pas besoin de faire 5 fois le tour de la maison pour dire la chose. Tu te dis, mais tu te pointes juste devant la porte et puis t'expliques la situation. Et puis voilà, donc à partir de là, je pense qu'il faut que ça reste un club familial parce que c'est ce que les gens souhaitent, c'est ce que les gens... c'est l'identité de Bienne finalement, donc ce côté-là un petit peu proche des gens. Mais justement, pour moi, pour être proche des gens, tu leur dois d'être honnête et de dire les choses et de leur expliquer les choses. Et puis ouais, je pense que c'est vraiment aussi un problème de communication par rapport à ça, quoi. Donc au bout d'un moment, soyez honnête, dites-nous les choses, expliquez-nous. Et puis assumez quand vous faites des erreurs, c'est pas grave, mais dites-le nous. Dites pas ouais, mais tu vois quand même Philander machin, c'était peut-être compliqué pour lui. Non, c'est une erreur quoi. Et à partir de là, je pense que ça peut que faire avancer le schmilblick. Mais effectivement, je pense que là, clairement, le prochain objectif, je pense, et on espère que ce sera Christian Dubé, de solidifier finalement le coach, que tu as un type qui peut faire un mandat sur plusieurs années, comme Antti Tormeinen, et puis à partir de là, tu construis ton équipe autour de ce coach-là. Mais encore une fois, est-ce que vraiment Dubé est l'homme de la situation? Ça, l'avenir nous le dira. Je pense qu'il est en tout cas plus l'homme de la situation que l'étaient les deux autres. Maintenant, il faut lui faire confiance. Et 2, il faut le laisser aussi manager et puis choisir ses joueurs et puis activer le réseau de Christian Dubé. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui sera qui sera intéressant à suivre aussi à ce niveau-là, que tout d'un coup, bizarrement, on arrive à attirer des joueurs. C'est vrai que tout d'un coup, peut-être que tu as un Lucas Wallmark qui va venir. On en parlera juste après. Tout d'un coup, tu as peut-être ci ou ça qui vient. Et puis c'est là toujours où tu te dis, mais ok, mais c'est c'est grâce à qui, c'est qui mène la barque en soi. Donc spoil, après je m'arrête sur Lucas Wallmark. Si Lucas Wallmark vient à Bienne, c'est uniquement parce qu'il y a Christian Dubé, hein. Sinon il viendrait jamais à Bienne. Donc c'est toujours aussi de voir, de mettre les choses en perspective. Mais voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé de Christian Dubé, aussi de Christian Dubé du coup, mais de Martin Steinegger. Et puis voilà, pour moi, il y a clairement une remise en question qui doit être faite à ce niveau-là, de poser les choses sur la table, et puis de pourquoi pas engager un net GM ou un truc comme ça, tu vois, genre de préparer aussi la suite, parce que le type, il va pas non plus faire 50 ans à Bienne, quoi. Donc voilà, peut-être aussi préparer l'avenir et puis la suite, en partenariat peut-être aussi avec Christian Dubé. C'est aussi une piste à explorer. Bon Thomas, maintenant qu'on a fait un tour complet de toute l'organisation du HC Bienne, je te propose qu'on se projette un tout petit peu sur la prochaine saison du côté du Zéland, donc avec 2-3 questions pour cette saison 26-27. Tout d'abord, la première question que j'aurais à te poser, c'est vraiment comment on va s'en sortir avec les étrangers. Comment est-ce que ça va? Quelle est la stratégie qu'il va y avoir selon toi? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais on va tenter de donner quelques pistes pour la saison prochaine, comme tu l'as dit. Premièrement, j'ai pu discuter un petit coup avec Christian Dubé. Il me disait, je lui ai posé la question, est-ce qu'il avait appelé Lucas Wallmark, et il m'a dit que oui, mais qu'il souhaitait vraiment le faire venir, mais que pour l'instant c'est Fribourg qui bloquait son trade. Donc cette information date du 30 mars 2026, donc on verra qu'est-ce qui va en devenir. Mais moi on l'a déjà pas mal thématisé dans nos épisodes, mais j'ai quand même le sentiment que ça va aller dans le bon chemin, et puis qu'on verra Lucas Wallmark la saison prochaine du côté de Bienne. On peut imaginer dans ta construction d'équipe que c'est à la place d'un Salinen, mais ça veut dire que du coup tu pars dans cette optique-là, et en gardant les étrangers qui sont sous contrat, tu pars de nouveau à tu mets Sateri dans les buts,
et tu pars de nouveau à un derrière et 4 devant. Donc la question c'est de savoir est-ce que finalement t'as pas meilleur temps tout d'un coup de prendre plutôt un défenseur étranger. Alors je pense que Walmark il va venir et puis ça c'est une très bonne signature et puis il le faut. Mais est-ce que tout d'un coup, je sais pas moi, je propose une piste où tu te dis mais est-ce que finalement soit tu pars à 7 étrangers mais du coup ton septième étranger c'est un défense, enfin tu prends un septième un septième étranger et un deuxième défenseur étranger, je vais y arriver. Ce qui te fait que du coup tu en auras un surnuméraire et que tu devras mettre quelqu'un surnuméraire en attaque, ou alors tu regardes avec par exemple un Silvegaard qui est pas répondu aux attentes, et puis tu regardes s'il n'y a pas une possibilité tout d'un coup de casser le contrat, et puis du coup de prendre plutôt un étranger derrière à sa place, parce qu'on va y venir juste après, mais on a un Sverger qui pourrait clairement remplir son rôle. Donc tu te dis pas mais est-ce que finalement t'enlèves un Silvegaard et puis tu mets un Sverger à sa place et puis un deuxième étranger derrière, ou alors tu vas chercher un défenseur suisse d'expérience. Moi, ce podcast, ça fait plusieurs fois que je dis le nom de Dario Troutman. Il est toujours en fin de contrat et il fait vraiment du bon job du côté de Zurich. Donc, est-ce que finalement tu renforces ta défense en prenant encore un défenseur suisse d'expérience de qualité avec Dario Troutman, et puis tu gardes les étrangers devant, en sachant que, si tu l'as dit avant, on a une pellée d'attaquants, et donc ça veut dire qu'il y aurait potentiellement des joueurs qui seraient frustrés parce que on a beaucoup trop de gens devant. On en parle aussi là juste après, mais pour revenir à la question des étrangers, effectivement, je suis pas encore convaincu, j'ai pas encore d'avis précisément. Est-ce que t'as meilleur temps de partir avec 2 défenseurs étrangers et puis t'en priver un devant, ou de garder les 4 devant et puis de prendre un défenseur suisse d'expérience? Ça, je sais pas encore exactement. Mais après, peut-être que tout d'un coup, t'arrives à... Là encore, on parle de quelque chose, je sais pas si ce sera possible ou pas. Mais je me suis dit, un truc marrant, est-ce que tu penses qu'on peut échanger les 2 Marcus entre Bienne et Fribourg? Tu sais, ils ont un peu la même tête, ils ont un peu la même coiffure. Mine de rien, tout d'un coup, tu fais l'échange et ils y voient que dalle, tu vois. Donc je me dis, tout d'un coup... Peut-être que si on arrive à tirer le père Walmark, on en prend un deuxième dans sa besace. Et puis à ce niveau-là, c'est clair que tu pars à 1 et puis 4 attaquants. Maintenant, j'ai beaucoup parlé pour pas beaucoup être plus avancé que ça. Je sais pas toi, si t'as un avis, si tu préfères partir à 2 défenseurs étrangers, plutôt un défenseur suisse d'expérience. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, écoute, dans l'état, au vu des difficultés défensives que Bienne a eu en fin de saison, parce que honnêtement, en tout cas d'un point de vue vraiment visuel, moi j'ai vraiment trouvé la défense à la peine. C'est toute la deuxième partie de saison. Dans un dernier podcast, j'avais parlé que j'espérais un retour de Victor Leuf en défense étrangère. Victor Leuf a été annoncé partant. Merci Victor pour les travaux. Mais à part ça, c'est assez marrant parce que c'est vraiment c'est le seul qui est parti directement après le titre, enfin qui a été blessé. Et du coup, t'avais un Bienne qui avait du succès sous Victor Leuf, et puis juste derrière, c'est la catastrophe. Donc maintenant que nous sommes en an 3 après Victor Leuf, je trouve qu'un profil comme ça manque tellement dans l'équipe. Et je serais tout à fait ok de partir avec un seul défenseur étranger si c'est une caution chef de défense et puis une caution défensive absolument parfaite. Tu vois, comme HC Davos actuellement, avec de la qualité chez les Suisses et avec un défenseur étranger qui est Klaas Dalbeck et qui a des statistiques de fou, quoi. Donc ça, je le verrai. J'ai beaucoup de peine à me l'imaginer avec Linus Ulström qui a honnêtement pas été bon une majeure partie de la saison. Ça s'est mieux terminé pour lui, mais comment dire,
quand tu te fais surnommer Minus Ulström la moitié de la saison, c'est que tu t'as pas délivré la marchandise. Maintenant, est-ce que Linus Ulström en l'an 2 peut avoir cet impact que donc être bon offensivement et défensivement et être vraiment ce chef de la défense hollandaise? Peut-être. J'aimais deux trois réserves, mais c'est vrai que actuellement cette défense avec un seul étranger, si elle reste en l'état, elle me dérange un petit peu. Maintenant, ma question c'est est-ce que Sateri, tu le fais pas jouer beaucoup moins de matchs? Maintenant, le souci c'est que le gardien remplaçant, ben, c'est pas non plus, enfin c'est pas Joren van Bottelberg qui arrive, c'est un gardien qui a fait de la Swiss League quasiment toute sa vie, il me semble, Victor Östlund. Donc, est-ce qu'il va pouvoir être au niveau de la National League? Alors, on parle juste après de Östlund pour finir sur le cas des étrangers. Tout d'un coup, on peut aussi émettre l'hypothèse qu'un Ulström, on savait qu'il avait des contacts, enfin son ancien club voulait le reprendre. Alors, ça a été dit pour des raisons financières. Mais est-ce que tout d'un coup Dubé lui il se dit mais écoute moi Ulström j'en ai pas besoin, j'ai déjà Dionisio qui peut tenir un powerplay et puis on a vu que le powerplay des fois il le fait tourner avec 5 attaquants avec un Real à la bleue par exemple, et puis de se dire mais je préfère avoir un défenseur comme tu l'as dit ultra stable défensivement à ce niveau là, et puis d'aller peut-être tout d'un coup chercher encore un Trautmann derrière où tu as quand même des types d'expérience plus un type comme tu l'as dit, hyper défensif, hein, qui tient la baraque. Ça, c'est aussi une piste de réflexion à avoir, quoi. Après, à voir qu'est-ce qui va être décidé. Mais c'est clair que je pense qu'on doit se pencher sur les cas en tout cas de Silvegaard et de Ulström pour savoir est-ce que c'est vraiment les profils dont on a besoin à Bienne, et est-ce que tu vas pas tout simplement chercher autre chose et puis pour avoir un meilleur rendu, tout simplement. Ça, c'était pour le passage au niveau des étrangers. Du coup, on enchaîne, vu que tu m'as posé la question, sur Östlund. Donc, on a donc Janet qui part et Östlund qui arrive de la provenance de la Chaux-de-Fonds. Je vais être clair avec toi et honnête, et j'espère vraiment me tromper, mais je suis quand même pas mal le HCC. En tout cas, j'ai vu plusieurs matchs cette saison. J'ai aussi un ami qui va là-bas et puis qui me fait des retours. Östlund, c'est très compliqué. Mais quand je te dis très compliqué, c'est très compliqué. En Swiss League, enfin à Chaux-de-Fonds, ils sont contents de s'en débarrasser. Alors oui, c'est un gardien qui est plus grand en taille et tout ça, mais je suis tellement pas convaincu par ce move. Franchement, je le trouve vraiment pas bon. Je le trouve vraiment pas bon. Je pense qu'il sera encore moins bon que Janet, pour te dire. Et c'est un move que je ne comprends absolument pas de la part de Steinegger. On en a parlé avant je vais pas revenir sur Steinegger, mais c'est un move que je trouve incompréhensible. Pourquoi tu vas pas donner le filet à un autre jeune? Tu vas chercher un jeune, tu vois, un gardien genre il y a un filet à Slacha, donc je sais pas s'il a le niveau, mais un autre, tu vas chercher un jeune à qui tu donnes une dizaine de matchs et puis qui t'essaie de former derrière, ou alors tu gardes Janet. Mais si c'est pour aller chercher Östlund, je crois que je préfère encore garder Luis Janet, hein. Donc franchement, surtout qu'il est là pour 2 saisons. Enfin, c'est même pas on t'en donne une comme ça. Donc c'est que t'as une vision, en tout cas à moyen terme, avec Victor Östlund. En sachant et ça c'est effrayant. Ça c'est effrayant. En sachant qu'il a déjà passé 30 ans, qu'il a une expérience toute relative au plus haut niveau. Il a une vingtaine de matchs de Liga répartis en 5 saisons, je crois. Donc vraiment, il a très peu joué. Maintenant, c'est le gardien principal à Chaux-de-Fonds. Il a des bonnes statistiques, mais et encore, il n'a pas des excellentes statistiques pour dire que ça a été le gardien du champion en titre, quoi. Et puis,
les attaquants de Swiss League par rapport aux attaquants de National League, t'as quand même un monde de différence. Ouais, puis l'année passée, enfin, alors, ils ont fini champion il y a 2 ans. Chaux-de-Fonds, c'était Viège qui avait fini champion l'année Oui, passée, oui, mais tout à fait. ce que je voulais dire, c'est que du coup, l'année passée, le quart de finale contre Holton, il a fini à 88%. Et genre en mode, Holton, ils avaient genre 20 shoots, Chaux-de-Fonds 40, et Holton gagnait tous ses matchs parce que Oslo c'était mauvais, quoi. Donc, à partir de là, franchement, je comprends vraiment pas cette signature, et honnêtement, c'est dur à dire, hein, mais moins il va jouer, mieux ce sera pour Bienne, je pense. Mais on verra la saison prochaine par rapport à cette signature, mais je suis vraiment, vraiment pas convaincu du tout par Victor Oslund. On a l'arrivée de Dominique Zwerger. Là, je Oui. pense quand même, là, on va quand même pouvoir dire du positif. Lui, je pense que c'est vraiment... Enfin dans cette émission de rageux. Exactement. Mais on va pouvoir mettre un peu de baume au cœur. Et là, je pense que c'est vraiment une belle signature de Bienne pour 4 saisons en plus. Donc, ça, c'est vraiment un attaquant suisse, un power forward, comme on dit, qui peut t'amener, je pense, une quinzaine de buts, quinzaine de passes, entre 20 et 35 points. Je pense que c'est à peu près là où il se situe. Oui, tout Et à fait. c'est un peu ce qu'on est ce qu'on peut en attendre de lui. Et lui, je suis vraiment convaincu par cette signature qui va amener encore du poids à l'attaque biennoise et qui peut aussi, du coup, faire le lien avec la partie d'avant. Se poser la question de est-ce que tu as vraiment besoin de ces 4 étrangers devant? Ouais, tout à fait. Non, c'est sûr. Et puis c'est vrai que si t'as du coup Zwerger, ce serait intéressant de l'avoir comme joueur dans les 3 premiers blocs. Un peu dans le style, on en a parlé tout à l'heure de Mike Hunsley. Zwerger, bon, il est plus petit, mais il est tout autant lourd. Donc c'est vrai qu'il peut t'amener ces émotions-là et puis ce poids, cet impact physique à cet endroit-là. Donc pour ça, pas de souci, c'est très bien. Et c'est vrai que si t'as tes jeunes qui sont aussi en haut, c'est vrai que tu peux commencer à te dire est-ce que tu peux partir avec 3 devant. Maintenant, tes 3 devant, enfin, t'en as déjà 3 si tu veux partir avec, comme on a discuté avant. Après, on va pas rabâcher, mais si tu veux partir avec aussi Walmark, tu dois faire un choix tous les matchs. Est-ce que tu fais un tournus? Est-ce que tu t'en mets un de toute façon dehors? À voir comment, mais c'est vrai que du coup, on a déjà pas mal d'embauches, quoi. Ouais, donc ouais, je crois qu'on a fait le tour pour Zwerger. En tout cas, ça c'est vraiment une belle signature et j'espère qu'il puisse livrer la marchandise et puis qu'on puisse le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse performer. Mais ça c'est vraiment un bon choix. Donc on critique volontiers, mais on le dit aussi quand il y a des belles signatures et ça c'en est une. Malheureusement, bien trop, enfin pas assez nombreuses au cours de ces dernières années, mais enfin t'as un peu de trucs où tu te dis, enfin t'as un nouveau joueur où tu te dis, ah lui je me réjouis de voir comment ça va donner, et puis t'as un peu de hype à ce, à Ouais. ce niveau-là, quoi. Ça reste un pari. On va espérer qu'il soit gagnant parce que le signer jusqu'en 29-30, et puis c'est vrai que cette saison, super, il a 15 buts, mais saison 24-25, il fait 14 points, 3 buts, 11 assists. Donc on va espérer que l'anomalie, ce soit vraiment la saison 24-25, et puis pas la dernière 25-26, et puis qu'Abienne, il va pouvoir être sur ses bases de 25 points, voire même peut-être un tout petit peu plus. Mais c'est vrai que, bon, de toute façon, donner 4 ans, t'es gentiment obligé pour attirer des joueurs un petit peu intéressants. Et puis, il faut aussi se dire que c'est un type qui a 2 saisons à plus que 40 points en National League. Donc, ça remonte, ça c'est clair, c'était au début de sa carrière. Mais ça peut tout à fait être quelqu'un qui t'amène pas mal de choses la saison prochaine. On va juste toucher un petit mot, mais on en a déjà parlé dans un autre épisode, mais de l'arrivée de Cédric Eschbach
Honnêtement, bon, c'est pas trop quoi dire dessus, si ce n'est que c'est un défenseur qui vient de Swiss League, qui c'est pour l'instant pas, qui a pas fait le pas du côté enfin, en National League pour l'instant, qui a montré de bonnes choses, en tout cas, qui s'est un peu montré lors du play-out avec Ajoie. Donc, franchement, on verra, mais je pense que ça va être déjà compliqué de lui trouver une place parce qu'il y a tellement de défenseurs à Bienne, après aussi au niveau des jeunes. Donc je m'attends à rien du tout de sa part et je me demande je pense qu'il va faire le nombre quoi, il va remplir un maillot et puis pas grand chose de plus. Après voilà, comme j'avais déjà dit précédemment, j'aurais préféré que cette place soit libérée pour un jeune du club, style je sais pas, je donne un nom comme ça, mais un Bixel, c'est pour donner 10 minutes de temps de glace, autant donner du temps de jeu à nos jeunes que d'aller chercher un Eschbach, parce que je pense pas que c'est lui qui va révolutionner la chose, quoi. Je sais pas si toi tu veux dire un mot de Cédric Eschbach? J'ai pas grand-chose à ajouter sur Eschbach. Je suis assez d'accord avec toi sur les points que tu as donné. Effectivement, bah, c'est une place qui est prise pour un jeune que tu peux développer. Donc, ouais. Honnêtement, après on peut avoir une bonne surprise. Ça, pourquoi pas. Maintenant, je suis pas sûr qu'elle arrive. Donc, on verra bien. Et maintenant, donc pour terminer cet épisode, j'ai une petite dernière question pour toi. Est-ce que tu penses que Bienne va gagner en maturité pour la saison prochaine? Ben, je vais te dire, en tout cas, c'est une question que nous on se pose et on va pas forcément y répondre dans le sens où on va peut-être donner des pistes d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que ça se fasse ou non. Je pense que ça va déjà dépendre. Ce qui est quand même ressorti de cette saison aussi, c'est que pour l'instant, il manque un peu de caractère, de leadership dans cette équipe. Donc ça va être aussi en dépend est-ce que Bienne va recruter, qui ils vont recruter. Je suis pas sûr que Lucas Wallmark ce soit un immense leadership, mais ça n'engage que moi. Ah, c'est pas peu dire. Au vu de ce qu'il montre en playoff, c'est pas un meneur d'homme. Donc voilà, est-ce que Christian Dubé va trouver la solution pour, je veux dire pour réveiller ses gars, mais pour que son équipe elle trouve en maturité, donner de la confiance, apporter de la confiance aux joueurs, c'est aussi quelque chose qui devra se voir au fil de la saison, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une question qu'on est vraiment en droit de se poser. Et puis, est-ce que cette équipe va réussir à grandir? Bon, les jeunes auront une année de plus, ils auront de l'expérience en plus. Est-ce que cette expérience-là sera bénéfique et puis permettra de passer un step prochainement? Ou en tout cas, je pense que on va le thématiser dans notre premier épisode de la saison, mais je pense que l'objectif de la saison prochaine, ce sera d'atteindre les playoffs cette fois-ci. Donc, dans cet objectif-là, est-ce que l'expérience emmagasinée ces 2 dernières saisons et puis le fait d'avoir crevé le haut poteau permettra à cette équipe d'avancer tout simplement et puis d'avoir aussi cette rage, quoi, cette faim, c'est ça qui manque un peu, ces émotions, cette envie de gagner, quoi. Et puis, on a l'arrivée, on a parlé avant de Tsverger, et puis lui, je pense que c'est quelqu'un qui peut amener des émotions dans le jeu. Et puis, donc ça, je pense que ça pourrait être une bonne chose, mais c'est clair que il va falloir ça à Bienne, quoi, amener du caractère, du leadership, des émotions sur la glace. Et puis, ça passera par là. Et puis, on l'a dit, par une amélioration du contingent d'étrangers, et puis de stabiliser aussi la défense. Donc, ça, c'est clairement les chantiers sur lesquels Christian Dubé et Martin Steininger devront se poser durant l'été. Maintenant, est-ce que cette équipe-là va gagner en constance? On aura la réponse la saison prochaine. Maintenant, honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas encore... Enfin, je peux pas te répondre par oui ou par non. Moi, je pense qu'il y a l'arrivée de certains joueurs qui pourront peut-être le faire. Je l'ai dit, à Tsverger qui va amener des émotions. Maintenant, est-ce que c'est Tsverger qui va te révolutionner la chose? J'en suis pas convaincu non plus. Donc on verra l'évolution. Maintenant, effectivement, c'est une question qu'on a le droit de se poser. La constance et la maturité. Également aussi les matchs à l'extérieur. Il faudra qu'on soit beaucoup plus performant là-bas.
et puis de trouver la clé pourquoi Bienne ne l'a pas été, quoi, tout simplement. Bah écoute, je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit. Éventuellement, moi ce que je peux aussi penser, c'est que on a eu des jeunes joueurs qui pour certains faisaient vraiment leur première saison complète. Saison prochaine, c'est aussi de l'expérience. Bah, comment dire, ils ont 100% de plus d'expérience. Donc pour ça, c'est clair que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc pour ça, moi je pense que maturité, oui, ils vont gagner. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour pas, euh, pour pas se prendre des égalisations sur la fin et puis de perdre bêtement des points en fin de match? Ça, je peux pas dire. Donc oui, comme tu dis, on verra comment. Wait and see. Faut aussi que les leaders soient là pour que tout le monde puisse tirer à la même corde et puis que chacun puisse se, se sacrifier pour ses coéquipiers. Mais oui, ça c'est la réponse, on l'aura pas en tout cas la mi-fin septembre, en tout cas, ça c'est clair. Oui, bah voilà, on pose juste la question et puis réfléchissez-y aussi de votre côté. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut en attendre finalement de ce HCBN version 26-27? Je pense qu'on a globalement bien fait le tour de la question, mais pour faire un petit résumé, amélioration au niveau de la défense. Est-ce qu'on prend un étranger en plus, un défenseur suisse en plus? Question ouverte. Les étrangers devant, améliorer la performance des étrangers. Et puis après, bah voilà, gagner en maturité, en constance. Et puis de pouvoir faire aussi des meilleurs matchs au niveau de à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est clairement les points sur lesquels Christian Dubé et l'équipe doivent bosser durant cette pause, tout simplement. Voilà, donc on arrive au terme de la deuxième partie de l'épisode 5 de la première saison de Face Off. Et donc, du coup, on arrive aussi au terme de cette première saison du podcast. Bah, merci à vous déjà de nous avoir écoutés. On se retrouve au mois d'août pour une deuxième saison qui va être cette fois une saison complète pour nous. L'épisode il est disponible sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. On met du contenu notamment sur Instagram, mais on est aussi disponible sur Facebook, sur Twitter. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, à vous poser nos questions. Et puis on est toujours à disposition si vous en avez. Et puis d'ici là, on vous remercie encore du coup, comme vous a dit Raphaël, pour votre écoute. Et puis pour avoir suivi ce podcast qu'on espère qui vous plaît. Et puis on est en train d'un petit peu de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut amener pour la saison 26-27. Donc si vous avez des idées par rapport à des concepts, à des points que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On est toujours preneur au niveau de nouvelles idées. C'est jamais perdu. Et puis d'ici là, on vous souhaite un bel été. Bonnes vacances, ciao, bye bye.